Attachez vos ceintures. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des disparitions les plus étranges jamais survenues dans une forêt américaine. Le 14 juin 1969, un petit garçon de 6 ans s'est volatilisé sous les yeux de ses parents en plein cœur des Smoky Mountains. Et depuis, plus rien. Pas une trace, pas une explication. Après cette histoire, tu ne regarderas plus jamais la forêt de la même manière. Alors abonne-toi et surtout, n'éteins pas la lumière. Le matin du 14 juin 1969, Dennis Lloyd Martin s'éveilla avant le soleil. Dans la petite maison des Martin, à Knoxville, la lumière filtrait déjà par les rideaux fins de sa chambre. Il sauta de son lit, pieds nus, l'estomac serré d'excitation. Aujourd'hui, il allait souhaiter la fête des pères à son papa, 6 ans à peine, et il avait l'impression que c'était à lui de rendre ce jour spécial. Dans la cuisine, l'odeur du café se mêlait au grésillement des œufs dans la poêle. Sa mère, Clyde, enveloppait des sandwichs dans un papier d'emballage froissé, brillant comme on en voyait dans toutes les cuisines américaines. William, le père, ingénieur électricien pour la Tennessee Valley Authority, buvait sa première tasse, les yeux encore mi-clos. À la table, Douglas, le frère aîné, traînait les pieds en râlant, les cheveux encore collés par le sommeil. Mais quand Dennis surgit, le sourire éclatant, un « Bonne fête, papa !» éclata dans la pièce comme une fusée. William rit et l'attrapa dans ses bras. Peu après, les sacs étaient dans la voiture. Le trajet vers les Smoky Mountains prit 2 heures. Ponctué par les disputes de gamins à l'arrière, par les arrêts pour acheter de l'eau et des sodas, la route serpentait à travers les collines, puis s'enfonçait dans les forêts épaisses. La chaleur écrasait les vitres, mais l'air sentait la résine et la terre humide. Ils arrivèrent enfin à Spencefield, une clairière d'altitude où l'herbe montait presque aux genoux, caressée par le vent. Le ciel, d'un bleu cru, promettait une journée parfaite. La famille Kay, des amis venus d'Alabama, était déjà là. Les adultes déballaient les paniers, étendaient les couvertures. Les enfants, eux, se mirent aussitôt à courir dans la prairie. C'est Douglas, le grand frère, qui lança l'idée. Il avait ce sourire malicieux qui donnait à ses mots un poids d'ordre. « On va se cacher dans les buissons et on sort tous ensemble pour faire peur aux parents !» Les autres acquiescèrent aussitôt. Dennis rit, déjà conquis par le plan. Ils se dispersèrent. Dennis choisit un buisson à la lisière de la clairière, touffu et sombre. Il s'y glissa, ses petites chaussures s'enfonçant dans la terre humide. Son cœur battait trop vite. Son souffle se coinçait dans sa gorge. Il écarta à peine les branches pour guetter. Autour de lui, la forêt semblait se refermer. Le bourdonnement des insectes s'était tu. Ou peut-être était-ce son imagination. L'air avait changé, plus lourd, saturé d'une odeur de poussière et de vieux tissus. Ses doigts touchaient la terre, mais elle paraissait plus froide, plus collante. Puis les cris éclatèrent. 4 enfants jaillirent de leur cachette, riant, hurlant, se roulant dans l'herbe. Les parents levèrent la tête, jouèrent le jeu, feignant la surprise. Dennis, lui, resta immobile. Il écarta un peu plus les branches. La lumière avait changé. Elle n'était plus vive et claire comme dans la clairière, mais ternie, comme si quelqu'un avait tendu un vieux rideau poussiéreux devant le soleil. L'air semblait plus lourd, presque figé. Les arbres autour de lui paraissaient étirer leur forme. Leurs troncs s'allongeaient, se tordaient, comme des ombres prises dans un courant d'air invisible. Son cœur accéléra et il se dit qu'il était peut-être allé trop loin, qu'il n'avait pas choisi le bon buisson. Alors il crut voir une silhouette fugitive à l'angle de son regard. Trop grande, trop mince, elle passa comme un souffle et disparut. Dennis voulut appeler son père, mais aucun son ne sortit. À quelques mètres de là, William Martin attendait encore le rire de son fils. Il s'était tourné vers la clairière, prêt à jouer le jeu, convaincu que Dennis allait surgir d'une seconde à l'autre, le visage rouge d'excitation. Mais les secondes s'allongèrent. Les autres enfants étaient déjà couchés dans l'herbe, riant de leur petite farce. Dennis, lui, ne sortait pas. William plissa les yeux vers les buissons. Un sourire inquiet flottait sur son visage. « Il veut me faire mariner », pensa-t-il. Il a trouvé une meilleure planque que les autres, le petit malin. Il appela une première fois. « Dennis !» Rien, juste le froissement de l'herbe, le vent qui s'était levé. Une deuxième fois, plus fort, la voix vibrante. « Dennis !» Le rire qui l'attendait ne vint pas. À la place, son propre appel lui revint, creux, porté par la montagne. William s'avança vers la lisière, le pas plus rapide. Son sourire avait disparu. Les buissons étaient vides. Chaque tronc, chaque ombre semblait cacher quelque chose, et pourtant,
il n'y avait rien. Alors il se mit à courir, écarta les branches, appelant encore et encore. Sa voix se brisait, devenait rauque. Le cœur battait dans ses tempes et chaque fois qu'il criait le nom de son fils, semblait se perdre plus loin dans la forêt, aspiré par les pentes couvertes d'arbres. La clairière, qui quelques minutes plus tôt était joyeuse et vaste, s'était changée en gouffre. La montagne paraissait immense, impénétrable, hostile. Chaque buisson devenait suspect, chaque silence une menace. Douglas, les yeux ronds, appela son frère à son tour. Clyde porta une main au front pour scruter la prairie, la voix tremblante. « Dennis !» Bientôt, d'autres voix se joignirent. Les enfants Kay crièrent à leur tour, puis les parents, leurs appels se chevauchant, formant une clameur désespérée. En quelques minutes, la clairière résonnait d'un seul nom, hurlait à l'unisson, martelait comme pour forcer la montagne à le rendre. « Dennis ! Dennis !» Les appels isolés se transformèrent bientôt en une clameur organisée. Ce n'était plus seulement la voix d'un père ou d'un frère, c'était des dizaines de voix, des gardes forestiers, des voisins, des randonneurs tirés de leur quiétude. On avait donné l'alerte et la montagne commençait à se remplir de monde. Les rangers arrivèrent les premiers, carnet et radio en main. Puis vinrent les habitants des vallées voisines, puis les randonneurs qui avaient entendu la nouvelle. La clairière, autrefois joyeuse, devint un campement improvisé, saturé d'appels, de consignes, de cartes étalées sur des couvertures et des pierres plates. Des lignes de recherche furent formées, quadrillant la forêt comme on ratisse un sol à coups de balai. Chaque ruisseau, chaque rocher, chaque tronc creux fut inspecté. Le nom de Dennis résonnait désormais partout, lancé de voix en voix, porté par des dizaines de gorges, martelé sans relâche dans l'épaisseur des bois. Et rien. Le soir tomba, des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus des crêtes, et d'un coup, la pluie s'abattit, lourde, rageuse. L'eau martela la clairière, fit dévaler des ruisseaux boueux, tordit les hautes herbes jusqu'à les plaquer au sol. En moins d'une heure, toute trace fragile avait disparu. Si Dennis avait laissé une empreinte, un fil de tissu, une marque de pas, la montagne l'avait avalé avec la pluie. William, trempé jusqu'aux os, continuait d'appeler dans la nuit. Sa gorge brûlait, mais il n'arrêtait pas. Par instant, un éclair ouvrait le ciel et dévoilait la forêt entière, figée dans une clarté blanche presque irréelle. Puis tout s'éteignait aussitôt et l'obscurité retombait, plus épaisse encore, comme si la montagne s'était refermée sur elle-même. La nuit s'était achevée sans rien donner. À l'aube, la pluie avait cessé et la montagne s'était réveillée comme si de rien n'était, muette, indifférente. Mais les recherches continuaient, plus larges, plus profondes, et d'autres familles s'aventuraient déjà dans les sentiers, ignorantes du drame qui se jouait quelques kilomètres plus loin. Ce matin-là, une nouvelle présence se fit remarquer dans la clairière. Pas des randonneurs, pas des voisins venus prêter main forte. Ceux-là portaient d'autres uniformes, avançaient en silence, parfaitement alignés, et se tenaient à l'écart du reste des équipes. Des bérets verts. Officiellement, on parlait de renfort. Mais tout le monde savait qu'il s'agissait d'une unité d'élite formée pour les opérations spéciales ou les jungles du Vietnam, pas pour chercher un enfant perdu dans les bois. Leur arrivée avait quelque chose de dérangeant, presque disproportionné, comme si la montagne abritait un danger plus grand qu'on ne voulait l'avouer. On avait l'impression que la recherche venait de changer de nature, que quelque chose d'autre se jouait derrière ces visages fermés et ces gestes méthodiques. Les habitants, eux, baissèrent un peu la voix, gênés, comme si la montagne ne leur appartenait plus. Plus tard dans la journée, à quelques kilomètres à peine, une autre famille marchait sur un sentier, inconsciente du drame. Harold, sa femme et ses enfants profitaient de l'ombre des grands arbres, le rire des gamins résonnant entre les troncs. Harold savourait l'ombre des grands arbres, l'air plus frais qui coulait dans les sous-bois. La forêt bruissait de vie, oiseaux, criquets, le craquement sec des branches sous leurs pas, tout semblait ordinaire, parfaitement banal. Puis il vit quelque chose, un mouvement, à la lisière de son champ de vision. Un homme, sale, hagard, traversant la forêt à grands pas. Ses vêtements semblaient froissés, déchirés. Sa démarche n'avait rien d'un promeneur. Rapide, nerveuse, presque fuyante. Et sur son dos, quelque chose. Une masse informe, ballottant au rythme de ses pas. Trop grosse pour être un simple sac, trop lourde pour ne rien signifier. Harold se figea, comme si ses entrailles s'étaient soudain resserrées, un nœud glacé qui l'empêchait presque de respirer. Était-ce un paquet de bois, une carcasse ou un enfant? Il resta planté là, incapable de bouger. Sa femme lui lança un regard étonné
mais lui détourna les yeux. Les gamins continuaient de rire, inconscients. En quelques secondes, l'homme disparut entre les arbres, avalé par la forêt. Une carcasse ou un enfant? Il resta planté là, incapable de bouger. Plus tard, quand il apprit qu'un garçon de 6 ans avait disparu ce même jour, Harold raconta ce qu'il avait vu aux Rangers. On l'écouta poliment, on prit quelques notes, puis on secoua la tête. « C'est trop loin du lieu de disparition, monsieur. Ça ne colle pas. » Harold fronça les sourcils, insista. Il parla de la démarche de l'homme, de ce qu'il portait sur le dos, de cette impression que ce n'était pas un simple paquet. Mais en face, les regards restèrent froids, fermés. « Merci pour votre témoignage, nous allons le consigner, mais ce n'est pas pertinent. » Et ce fut tout. Son récit fut classé, rangé dans un dossier qui ne mènerait nulle part. Mais Harold ne l'oublia pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette silhouette. Et la masse ballottant sur son dos, il avait la sensation étrange d'avoir été mis de côté, comme si son témoignage dérangeait plus qu'il n'éclairait. Et cette pensée ne le quitta plus. Et si c'était Dennis ? Dans les jours suivants, les Rangers consignèrent son témoignage dans un rapport, relégué au bas d'une pile de papier. Quelques semaines plus tard, ce même dossier remonta jusqu'au FBI et c'est ainsi qu'il atterrit sur le bureau d'un agent chargé de l'affaire Dennis Martin. Officiellement, son rôle était simple, coordonner les rapports, compiler les témoignages, classer l'affaire, mais très vite, quelque chose dans ces pages lui sembla faux, trop lisse. Il lut et relut le témoignage d'Harold. La scène était précise, décrite avec suffisamment de détails pour qu'on ne puisse pas le balayer d'un revers de main. Pourtant, dans le dossier, une annotation sèche résumait le tout. Non pertinent. Comme si l'on avait décidé d'avance que cette piste devait disparaître. L'agent commença à fouiller plus loin. Il demanda les archives des parcs nationaux et replongea dans des affaires vieilles de plusieurs décennies. C'est alors qu'un motif inquiétant se dessina. Les disparitions se concentraient toujours dans le même secteur, les Smoky Mountains et leurs vallées voisines. Des enfants qui se volatilisent, des randonneurs isolés jamais retrouvés. Chaque fois, des recherches massives, des battues méthodiques et toujours le même résultat, rien. Et dans ces dossiers, il retrouvait les mêmes anomalies, un témoin écarté, un détail ignoré, une note classée trop vite. Plus troublant encore, la présence des bérets verts. Pourquoi une unité d'élite formée pour les opérations clandestines à l'étranger se retrouvait-elle à fouiller une forêt du Tennessee? Leur rôle n'apparaissait nulle part dans les comptes rendus officiels, pas une ligne, pas une justification, comme si leur passage dans les Smoky Mountains n'avait jamais existé. Chaque fois qu'il tirait un fil, l'agent tombait sur un vide. Des pages manquantes, des incohérences dans les horaires, des noms effacés. Tout ce qu'il croyait tenir s'effilochait, comme si la vérité elle-même refusait de se laisser attraper. Plus il fouillait, plus elle semblait lui échapper, reculant toujours d'un pas, insaisissable. À mesure que son obsession grandissait, un malaise s'installait. Il avait l'impression de marcher dans un couloir où chaque porte qu'il ouvrait ne menait qu'à une autre porte close. Quelque chose ou quelqu'un avait décidé que la vérité devait rester cachée. Ce qu'il finit par comprendre allait l'accompagner jusqu'à sa tombe. Ce ne fut pas dans les rapports officiels que l'agent trouva sa piste, mais dans les témoignages épars, griffonnés à la hâte par des bénévoles ou des randonneurs. Des notes qu'aucun supérieur ne jugeait pertinentes, mais que lui relut encore et encore. Un détail revenait sans cesse, trop souvent pour être ignoré. Après chaque disparition, quelqu'un signalait une présence rôdant non loin. Parfois un homme, sale, échevelé. Parfois une femme, hagarde, incapable d'expliquer ce qu'elle faisait là. D'autres fois, juste une silhouette aperçue entre deux troncs, avant qu'elle ne disparaisse à son tour. Toujours la même mécanique. Un enfant ou un adulte s'évaporait et peu après, une figure trouble surgissait des bois. L'agent crut d'abord à une coïncidence, mais plus il accumulait ses récits, plus le schéma devenait net. C'est alors qu'il eut sa rencontre. Un vieil homme enregistré dans un rapport des années 50, retrouvé errant sur un sentier après la disparition d'une jeune fille. Il n'avait jamais expliqué comment il était arrivé là. Le document ne donnait qu'un nom et quelques phrases décousues notées par un garde.
Ils m'ont suivi jusque dehors. Je les sens derrière. Ils attendent encore. » L'agent parvint à retrouver sa trace bien des années plus tard. L'homme vivait reclus, au bout d'un chemin de terre, dans une cabane rongée par l'humidité. L'air y sentait le renfermé, la poussière et le bois pourri. Quand il ouvrit la porte, l'agent vit aussitôt ce que le temps n'avait pas effacé. Des cicatrices fines, comme des brûlures anciennes, parcouraient ses bras. Ses yeux, eux, semblaient fuyants, incapables de soutenir la lumière du jour. Il refusa d'abord de parler, mais quand l'agent prononça les mots « Smoky Mountains », son regard se troubla. Ce n'était pas de la colère, c'était une peur intacte, une terreur qui n'avait pas vieilli. Ses lèvres tremblaient quand il souffla. « N'allez pas plus loin. Arrêtez vos recherches. Si vous continuez, ils vous prendront aussi. » Puis, il se mura dans le silence, comme si chaque mot avait coûté trop cher. L'agent resta longtemps sur le seuil, notant les cicatrices, les yeux abîmés, cette odeur de cave qui semblait s'accrocher à l'homme comme une seconde peau. Son estomac s'était noué, chaque fibre de son corps lui hurlait de tourner les talons et d'oublier cette histoire. Mais il n'en fut rien. Il choisit de continuer. Ce fut son déclic. Ces silhouettes n'étaient pas des ravisseurs. Elles n'étaient pas venues chercher quelqu'un. Elles revenaient de l'autre côté. Alors le témoignage d'Harold prit tout son sens. L'homme qu'il avait vu ce jour-là n'avait pas enlevé Dennis. Il sortait. Et Dennis, lui, avait pris sa place. L'explication était brutale, mais d'une logique glaciale. Pour qu'un être franchisse la faille et revienne, un autre doit entrer. Toujours un échange, toujours un prix. Dès lors, l'arrivée des bérets verts n'était plus une énigme. Ils n'étaient pas venus pour chercher un enfant perdu, mais pour surveiller la porte, pour s'assurer qu'aucune vérité n'en déborde. Et le FBI savait depuis le début. C'est pour cela que les rapports étaient noircis de passages entiers, que les témoins étaient écartés, que tout était étouffé. L'agent comprit alors qu'il ne menait pas une enquête. Il marchait au bord d'un gouffre et quelqu'un, quelque part, le regardait de l'autre côté. Il aurait pu laisser l'affaire dormir, comme tant d'autres, mais il continua. Chaque piste fermée ne faisait que renforcer sa conviction et il choisit d'aller plus loin, coûte que coûte. Des années plus tard, on le retrouva mort, une balle dans la tête. Les rapports parlèrent d'un suicide. Ceux qui savaient, eux, comprirent qu'il avait payé le prix de sa curiosité. On dit que les Smoky Mountains avalent les gens. Pas d'un coup, pas comme une bête féroce, mais doucement, en silence. Comme si la forêt elle-même respirait et décidait parfois de garder quelqu'un. Les anciens racontent qu'au détour d'un sentier noyé de brume, on peut entendre la voix d'un enfant qui appelle son père. Une voix mince, perdue, qui se répète encore et encore. Ceux qui l'ont entendue jurent qu'elle n'était pas portée par le vent. Officiellement, Dennis Martin s'est égaré en 1969, victime d'un orage d'une montagne trop vaste pour lui. Officieusement, il n'est jamais sorti. Il est toujours là, quelque part de l'autre côté, prisonnier d'un monde qui n'a pas de nom. Et la rumeur va plus loin. Certains disent que quand l'air vibre soudain et que la forêt se tait, une porte s'ouvre. Alors un échange se fait. Quelqu'un revient, quelqu'un disparaît. La montagne choisit. Un conseil. Si un jour vous vous écartez du sentier, ne suivez pas la brume, car ceux qui entrent laissent une part d'eux-mêmes derrière eux, pour toujours.